Bonjour à tous. Effectivement, le président a raison, on ne voit pas grand-chose. On est très heureux d'être là devant vous ce matin. Comme chaque année, on vous propose de démarrer par un panorama des sujets européens. On va essayer cette année avec Xavier de faire une présentation un peu dynamique et complémentaire pour que vous ayez une vision de ce qui se prépare au niveau européen, où en est le contexte, où sont les négociations et comment ça se traduit très concrètement pour nos acteurs et donc pour vous tous dans la salle. Alors évidemment, on ne sera pas exhaustif ce matin. On vous propose de se concentrer sur 3 grands sujets qui donnent un peu la tonalité du contexte européen actuellement. On ne sera pas exhaustif, donc on n'évoquera pas ce matin des sujets très structurants comme MIF 2, dont vous parlerez plus tard, ou comme PRIPS, ou comme les fonds monétaires, ou bien comme toutes les réglementations que vous connaissez très bien, comme Prospectus 3, comme la revue d'Emir, etc. On ne peut pas être exhaustif, on voudrait vraiment vous donner un peu un sentiment de ce qui se profile et de ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles. Sur les 3 sujets structurants qu'on vous propose d'aborder aujourd'hui, on vous propose de faire d'abord un petit point sur le Brexit. C'est essentiellement parce que cette décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne est extrêmement structurante. Elle a des impacts dans tous les textes qu'on négocie aujourd'hui. Elle colore les discussions qu'on a. Il est important pour tout le monde d'avoir une vision suffisamment claire de ce que ça signifie pour nous en France, pour nos acteurs et aussi pour nous dans nos réglementations à venir. Le deuxième chantier qu'on vous propose d'aborder, c'est finalement, une fois que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, quelle union à 27 est-ce qu'on souhaite? Avec 2 perspectives qu'on va vous proposer aujourd'hui. La réforme des autorités européennes, donc en termes de réglementation, qu'est-ce que ça signifie dans la relation avec les autorités, l'autorité nationale, l'autorité européenne, qu'est-ce qui se prépare? Et puis un deuxième volet sur l'Union européenne à 27, sur finalement quelle relation entre l'Union et les pays tiers, et en particulier le Royaume-Uni. Si vous permettez, je vais commencer. Alors, je crois que c'est moi qui dois faire ça. Donc, si je commence avec le Brexit, l'objectif n'est certainement pas d'être exhaustif là non plus, mais plutôt vous donner des clés de lecture sur ce qui est en train d'être discuté et quels sont les éléments qui sont importants pour nous dans la réglementation des marchés financiers. Donc, dans un premier temps, vous le savez, la première phase des discussions a été, une fois que le Royaume-Uni a effectivement activé donc l'article 50 du traité, a été de se concentrer sur 3 sujets les plus importants qu'il fallait absolument traiter en premier avant d'aborder la suite, qui étaient les droits des citoyens, les ressortissants, que ce soit les ressortissants de l'Union au Royaume-Uni ou les ressortissants du Royaume-Uni au sein de l'Union, la question irlandaise, extrêmement complexe et difficile, et enfin la question de la facture, et donc quelles seront les conditions financières de cette sortie du Royaume-Uni de l'Union. Donc cette phase 1 a pris énormément de temps, a beaucoup déstabilisé, et finalement, à la fin de l'année dernière, en décembre 2017, il y a eu un accord entre les négociateurs européens et les négociateurs britanniques sur ces 3 thèmes, qui ont donné lieu donc à la publication d'un document qui explicitait comment est-ce que finalement on va traiter ces 3 sujets. Je ne vais pas m'y attarder, ils ne sont pas cœur pour nous aujourd'hui, mais ils sont extrêmement importants dans la dynamique générale. La phase 2 a donc pu être ouverte. Le Conseil a considéré que suffisamment de progrès avait été fait pour qu'on passe en phase 2. Et la phase 2 consiste premièrement en la formalisation de cet accord, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement on a conclu dans ces négociations au premier niveau, comment est-ce que ça se formalise juridiquement dans un texte contraignant. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que cet accord de retrait doit également comporter la discussion sur une éventuelle transition. Donc vous avez certainement tous vu que hier, Michel Barnier et David Davis ont fait une conférence de presse commune pour annoncer qu'il y avait donc un accord sur une période de transition qui courrait jusqu'au 31 décembre 2020. Il y a donc un projet d'accord maintenant formalisé avec un texte précis qui est public. Tous les termes ne sont pas consensuels, mais donc vous avez un code couleur. Donc l'essentiel est en vert, et donc il a été convenu, et en particulier cet accord de transition. Qu'est-ce qui se passe pendant l'accord de transition ? Le Royaume-Uni garde son accès total au marché unique et fait complètement partie de l'Union, et dans le même temps, elle sort des instances de décision. Mais donc on a une période, une visibilité désormais sur le fonctionnement, et on a aussi une date butoir très claire sur la sortie effective du Royaume-Uni. Et pendant ce temps-là, il nous reste à discuter de la relation future. Donc quelques clés de lecture sur la relation future.
Différents discours ont été faits pour nous donner un petit peu des éléments. Il y a eu plusieurs discours structurants au départ par Theresa May, par plusieurs personnes de son cabinet ou par Michel Barnier, qui nous donnent aujourd'hui un peu une idée de ce qui pourrait se dessiner. Et je voudrais donc m'attarder sur les quelques lignes rouges que le Royaume-Uni a données. Ils ont donné comme ligne rouge très claire sortie de l'union douanière, souveraineté sur les tribunaux et donc ne plus être assujetti à la Cour de justice européenne. Et donc un certain nombre de ces lignes rouges ont été présentées dans une slide par Michel Barnier au Conseil et qui montrent bien qu'il faut aujourd'hui avoir un accord ad hoc. En tout cas, il n'est pas possible, compte tenu de cette position du Royaume-Uni, d'imaginer le maintien de l'Union telle qu'elle existe ou de l'accès au marché unique via les passeports européens, puisque la position européenne, elle, est claire également. On ne peut pas séparer les 4 libertés fondamentales de l'Union européenne. Donc la position des négociateurs européens, elle est claire. La position du Royaume-Uni a été précisée récemment par différents discours. Le plus important pour nous étant celui du chancelier de l'Échiquier, Philippe Hammond, qui a présenté une proposition qui consisterait à dire on veut un accès à l'Union avec une forme de mécanismes qui permettraient à la réglementation d'évoluer de manière différente de chaque côté, avec un mécanisme de résolution de disputes ou avec une façon finalement de se mettre d'accord et de converger sous réserve d'être d'accord sur l'outcome, donc sur l'objectif politique des réglementations. Cette proposition a été rejetée au niveau français par Bruno Le Maire, qui a dit que c'était absolument pas possible d'imaginer un passeport financier, et Michel Barnier également, qui a bien expliqué que, encore une fois, les 4 libertés ne sont pas séparables. On n'en est qu'au début, mais voilà, vous avez une petite idée. On commence maintenant à voir de manière un petit peu plus précise où on va. Aujourd'hui, on a une visibilité sur la date. On a un peu plus d'assurance sur le fait qu'on arrivera probablement à trouver un accord. Et ce qui est très important, c'est qu'on doit maintenant passer énormément de temps à essayer de trouver les conditions pour s'assurer que tout le monde des 2 côtés de la Manche sont prêts et qu'on n'a pas de rupture brutale dans les opérations. Alors, j'aurais dû préciser ça dès le départ. Évidemment, pourquoi est-ce que l'AMF vous parle du Brexit? C'est une discussion éminemment politique. Cette discussion, elle se passe entre des négociateurs anglais et européens qui relèvent bien entendu du domaine politique et pas du domaine de la régulation. Mais notre rôle à nous, à l'AMF, il est double. Le premier, c'est depuis l'annonce d'identifier, d'anticiper, de voir s'il y a des enjeux et si nous, à un moment donné, lorsqu'on aura le go des négociateurs, on a un rôle à jouer. Et je pense en particulier aux accords de coopération. Et le deuxième, c'est évidemment de vous accompagner pour tous les acteurs qui auraient des questions. Et donc, ce sont les 2 sujets sur lesquels on est extrêmement vigilant, en particulier pour être capable d'assurer nos missions dans le nouvel environnement. Dans ce contexte-là, la Commission européenne était très soucieuse de s'assurer qu'il y avait une compréhension fine de l'ensemble des acteurs, pas que des plus gros, des impacts d'une sortie de l'Union. Quel que soit le scénario final des négociations au niveau politique. Et à cet effet, ils ont publié en février dernier des notices. Donc en fait, ce sont des documents courts que je vous invite à regarder et qui balayent dans les différents segments, les marchés financiers, l'assurance, les services d'investissement, la gestion. Quels sont les impacts concrets d'une sortie du Royaume-Uni? Qu'est-ce que ça impacte sur les différents métiers? Je vais laisser Xavier vous expliquer plus en détail quels seraient les impacts. Donc, que veut dire se préparer au Brexit? Quand vous lisez dans les journaux, on voit plutôt des sujets de relocalisation des acteurs anglais sur l'Europe continentale. Nous, ce qu'on voulait passer comme message aujourd'hui, c'est que se préparer au Brexit, ça vous concerne tous, dès lors que vous avez une interaction avec soit des acteurs britanniques, soit des clients britanniques, soit tout simplement que vous utilisez, vous distribuez des produits anglais. Donc se préparer au Brexit, c'est en effet se préparer à la perte des passeports acteurs, que vous soyez en libre établissement, en libre station de service. Voilà, vous utilisez peut-être des passeports avec l'Angleterre. Donc quel est l'impact de la perte de ces passeports? Est-ce que vous pouvez continuer à faire une activité en Angleterre? Est-ce qu'il y a également des passeports produits qui pourraient impacter votre activité? On pense notamment, lorsqu'on est dans la gestion d'actifs, à la distribution de tous les FIA ou EPCVM. Eh bien, lorsqu'il n'y aura plus de passeports avec l'Angleterre ou mise en place de nouveaux passeports, il y a certainement des impacts pour votre activité très concrètement. Un des exemples que l'on cite souvent, c'est qu'un OPCVM anglais, demain, ne sera plus un OPCVM, ça sera un FIA, parce que le Royaume-Uni, en effet, ne sera plus État membre. Le mot OPCVM est réservé aux États membres.
Donc il n'y aura pas forcément de passeport retail pour ces produits-là. Si vous en distribuez, il y a tout de suite un impact. Donc se préparer, c'est en effet faire la revue de toutes ces interactions avec l'Angleterre. Ce que j'aime à rappeler également, c'est que le fonctionnement très concret avec l'Angleterre va changer. On a, en tant qu'État membre, évidemment, pas de souci pour aller en Angleterre faire une activité régulée aujourd'hui. Ça ne sera peut-être pas le cas demain. Quand on se déplace à Londres, on n'a peut-être pas le droit de présenter ses produits demain comme on le fait aujourd'hui. Donc voilà, toute une analyse concrète qu'on vous invite à faire dès maintenant, quelle que soit la période de transition qui est devant nous. Il est urgent puisque le nombre d'interactions avec l'Angleterre est très fort, que ce soit sur les banques d'investissement ou les distributeurs ou les sociétés de gestion. Commencer à regarder tous ces impacts-là dès aujourd'hui, parce qu'il y aura peut-être besoin de s'ajuster, de créer des nouvelles entités, des nouveaux contrats. C'est mieux de le faire dès à présent. Et le deuxième impact, en sens inverse, c'est les acteurs anglais vis-à-vis de la France. On voulait vous en parler un tout petit peu parce que c'est un intérêt collectif aussi pour la place de Paris. Natacha, il y a eu des opinions sectorielles de publier. Oui, et donc il est important également d'avoir conscience de ces opinions qui ont fait beaucoup de bruit. Donc pour ceux qui lisent le FT, on a régulièrement des remarques sur le sujet de la délégation en particulier, où il y a beaucoup de French bashing et qu'on est content de corriger aujourd'hui devant vous sur le fait qu'il n'y a pas de volonté de la France d'aller voler les activités qui se passent au Royaume-Uni. Il n'y a pas non plus de volonté de casser les business models existants avec le Royaume-Uni sur tout ce qui est schéma de délégation. C'est beaucoup plus complexe que ça. En revanche, ce qui est extrêmement important, et on est très en soutien de cette initiative de l'ESMA, c'est qu'on a clarifié rapidement dans le processus quelles sont les exigences dans l'Union européenne de substance. Et donc, dans les interactions qu'on a dans les différentes entités, bien entendu, les acteurs peuvent continuer à outsourcer un certain nombre d'activités, ils peuvent continuer à avoir recours à des accords de délégation. On est très en soutien, on comprend la valeur ajoutée, mais l'Union européenne a clarifié via l'ESMA ces exigences, en reprenant finalement ce qui est dans les textes européens. Donc il n'y a pas non plus de nouveautés fracassantes, mais c'était important que l'ESMA fasse cet exercice. Donc on a 3 opinions sectorielles qui permettent de clarifier le type de substance qui est attendue dans chacun des domaines lorsqu'il y a une délégation, une externalisation d'une activité. Et donc on est là pour expliquer, parce que les premières questions qui est arrivées, juste en contexte, l'objectif de l'ESMA quand elle a fait ça, bien entendu, était de clarifier, c'était également pour éviter une course au moins 10 ans. Il y avait une vraie préoccupation au départ que si chacun des pays qui, dans une démarche tout à fait légitime, voulait être attractif pour les entités qui voudraient relocaliser tout ou partie de leurs activités, l'ESMA était très préoccupée que les États, ce faisant, réduisent leurs exigences et que du coup, il y ait une course au moins 10 ans en Europe. Donc elle a remis la barre en rappelant les exigences européennes. Alors comment ça marche en pratique, Xavier ? En pratique, il y a désormais un comité mensuel qui se réunit au niveau de l'ESMA pour étudier tous les dossiers d'agrément liés à une relocalisation d'un acteur britannique en Europe continentale. C'est très important d'avoir ce meeting tous les mois, de façon à éviter des arbitrages potentiels d'un pays par rapport à un autre. Le fil conducteur pour nous, c'est qu'il y a une saine concurrence entre tous les acteurs. Donc ça aussi, c'est un axe très important pour nous vis-à-vis de la place de Paris, que tous les acteurs, qu'ils soient à nouveau banques, sociétés de gestion, fassent exactement le même business en Europe continentale, qu'il n'y ait pas de clause dérogatoire selon la localisation ou selon le cas. Si on est présent en Europe continentale depuis très longtemps, on ne doit pas avoir des règles plus dures que le nouvel entrant qui vient d'Angleterre. Donc du coup, tous les dossiers d'agrément sont de plus en plus harmonisés au niveau de l'Europe. Vous en voyez certainement ensuite les conséquences pour les acteurs français, puisqu'il y a certaines exigences qui sont clarifiées. Les 3 thèmes principaux sont évidemment la substance, donc le nombre de personnes que l'on demande à chacun de ces dossiers d'agrément lorsqu'il y a une relocalisation en Europe continentale. Le deuxième point, c'est la délégation, être sûr que la délégation existe. On souhaite à nouveau outsourcer, déléguer à des pays tiers, que ce soit l'Angleterre ou les États-Unis, le Japon, mais on souhaite que cette délégation soit bien contrôlée. Donc vous voyez beaucoup de discours sur la délégation. À nouveau, le message des Français, c'est que la délégation doit continuer. Simplement, elle doit être bien maîtrisée, bien contrôlée. Et le troisième sujet qui arrive aujourd'hui dans la négociation, c'est qu'est-ce que l'on peut faire entre chacun des pays
Est-ce que l'on peut se déplacer librement lorsque l'on a une activité en Angleterre et une activité en Europe continentale? C'est un sujet qu'on est en train de clarifier également, de façon à ce qu'il y ait une très bonne concurrence entre ce que peuvent faire les acteurs qui sont présents en Europe continentale et les acteurs anglais qui ont reçu une délégation. Donc quelques sujets, tout n'est pas clarifié, tout n'est pas publié. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on se mette d'accord à 27 sur un même niveau de règles qu'on impose à tout le monde. Donc les dossiers sont en cours. Évidemment, l'urgence est différente suivant la taille des acteurs. Et on a en effet, en raison de la phase de transition qui sera peut-être un peu plus longue, un peu de temps pour voir tous ces dossiers. Mais c'est à nouveau sur l'axe d'absence d'arbitrage que l'on est présent sur ce meeting au niveau de l'ESMA. Alors, on vous propose de ne pas passer en revue les opinions sectorielles une par une. Elles sont publiées et vous avez une petite synthèse dans le book qui vous a été remis. Simplement pour finir sur le Brexit, les prochaines étapes. Donc, sur la finalisation de l'accord de retrait, l'objectif qui a été annoncé par la task force de Michel Barnier, c'est d'avoir un accord finalisé pour la fin de l'année, octobre 2018, pour avoir le temps de le faire ratifier. Et ensuite, au niveau des orientations sur la relation future, il y aura dès cette semaine des orientations qui seront publiées par le Conseil de l'Union pour qu'on puisse voir quelle vision au niveau européen et entamer ces négociations maintenant sur la relation future avec le Royaume-Uni. Je voudrais maintenant passer, donc on disait, on est obligé maintenant de réfléchir, donc on n'a pas souhaité cette sortie du Royaume-Uni, mais c'est vraiment un électrochoc pour obliger maintenant l'Union à 27 à se poser la question, qu'est-ce que ça signifie des marchés financiers à 27 ? Qu'est-ce que ça signifie quand le plus grand centre financier n'est plus à l'intérieur mais à l'extérieur ? On aura, comme l'a dit dans différents discours notre président, plutôt un environnement multipolaire avec différents centres financiers, pas de concentration dans une seule place. Et donc, on a un défi à relever. Donc, le premier axe qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est l'axe institutionnel. La Commission européenne a proposé une réforme au mois de septembre institutionnelle sur l'organisation de la réglementation sur les marchés financiers. Donc, la réforme, la revue des autorités européennes de supervision, qui couvre donc l'autorité européenne, l'autorité bancaire européenne, l'autorité de l'assurance, l'EIOPA, et également l'autorité des marchés, l'ESMA. Alors, dans cette étape, nous considérons que c'est une proposition bienvenue, une étape qui nous paraît très importante dans la construction d'une vraie CMU. Ça nous paraît important à un stade pour deux raisons. Comme on le disait, parce que le Brexit nous oblige à nous reposer la question institutionnelle, comment est-ce qu'on va fonctionner ? Et donc dans un monde multipolaire, il est d'autant plus impératif d'avoir des règles communes et d'être capable d'articuler nos règles de manière convergente. Et la deuxième raison, c'est que on est passé par un cycle extrêmement important, et vous êtes tous dans la salle très bien placés pour le savoir, avec énormément de textes publiés les uns après les autres, énormément de réformes. Et on est arrivé à un stade où on a publié du niveau 1, du niveau 2, des Q&A, de la doctrine nationale. On est arrivé à un stade où on essaye de réduire les arbitrages par plus de textes. On est peut-être arrivé à la fin de cet exercice. Il est peut-être temps de passer à une autre étape. Et peut-être qu'avec une supervision plus unifiée, on arrivera à résoudre plus d'arbitrage que d'ajouter des textes supplémentaires. Donc une opportunité pour donner à l'ESMA les moyens. Donc aujourd'hui, l'ESMA, vous le savez, est au superviseur direct des agences de notation et des trade repositories. Et pour le reste, ça reste au niveau national et on a des outils de convergence. Ça nous paraît donc aujourd'hui important de pouvoir la renforcer dans les différents aspects qui sont proposés par la Commission européenne. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce texte, la Commission propose de renforcer les pouvoirs directs et indirects de l'ESMA, direct en donnant un plus grand nombre, un plus grand champ de supervision directe, indirect en renforçant les pouvoirs de convergence et en modifiant à côté à la fois la gouvernance de cette autorité et en donnant le financement associé à l'ambition qui est proposée. Il y a énormément de résistance sur cette initiative, on comprend, c'est difficile de se transcender et d'essayer de donner plus de pouvoir à une institution européenne. On verra ce qu'il en sera, les négociations ont commencé au Conseil, on n'a pas encore de rapport au Parlement européen. Au niveau de l'AMF, on est très en soutien de tous les aspects. Ça nous paraît, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement important dans la construction d'une vraie CMU. Mais plus précisément, les points sur lesquels on est extrêmement vigilant, c'est la gouvernance. On pense qu'il est très positif que la Commission propose d'avoir un executive board avec des pouvoirs forts, avec des membres permanents, indépendants qui travailleront pour le compte de l'Union. On pense également qu'il est très important d'avoir l'ESMA qui a un rôle plus clé vis-à-vis des pays tiers, qui serait un point d'entrée à la fois pour l'analyse des régimes de pays tiers, à la fois pour superviser des activités de pays tiers,
et également pour être le point d'entrée unique en Europe avec un centre pour l'interprétation unique qui serait au niveau de l'ESMA. Donc je passe peut-être pas trop sur les supervisions directes, peut-être juste quelques éléments de réflexion. La Commission a balayé les différents secteurs et elle a fait quelques propositions en ayant comme fil conducteur principalement, mais ça ne se traduit pas toujours de manière très précise, d'essayer de proposer une supervision directe lorsque l'activité est par nature pan-européenne ou lorsqu'on est sur plutôt des profils d'activités qui sont à destination des professionnels, donc plutôt du wholesale plutôt qu'à destination du retail. Ils ont proposé donc la supervision sur un certain nombre de prospectus, tout ce qui est titrisation, ce qu'ils appellent les émetteurs spécialisés, ou aussi la dette wholesale, même si ce n'est pas tout le champ. Également un certain nombre de fonds qui sont labellisés européens, les UVK, LTIF, UCEF, et puis sur les fournisseurs de données tels que définis par MIF ou les administrateurs d'indices critiques. Ils ont également proposé que l'ESMA, et toutes les autorités européennes d'ailleurs, aient un rôle renforcé donc, dans une optique de vision future, de coordination sur les sujets d'avenir que sont la finance durable et tout ce qui est innovation. Donc c'est également intéressant de voir comment ça va se traduire, comment est-ce qu'on pourrait donner un rôle important pour que nos autorités européennes soient bien en avance sur ces sujets structurants. Donc l'AMF soutient l'essentiel de ces sujets. Le principal point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est qu'il y a quand même certains points sur lesquels on estime que la proposition peut être améliorée. Et c'est des points qui sont importants, notamment dans nos échanges avec vous et avec les entités que vous représentez. Et c'est en particulier la transparence et le dialogue avec les professionnels. Il nous semble que cette initiative pourrait être renforcée sur ces points-là. On a vu notamment dans le cadre de la mise en œuvre de MIF 2 qu'il y avait énormément de questions-réponses qui étaient publiées dans un temps très court sur des sujets parfois structurants, en tout cas très impactants pour les acteurs. Et on estime qu'il y a certainement une amélioration à faire pour davantage consulter, davantage discuter avec les professionnels pour avoir de meilleurs résultats dans le type de proposition qui est faite. Et le deuxième sujet, c'est de trouver un moyen, donc c'est compliqué juridiquement dans le contexte européen, mais voilà, on y réfléchit, on y travaille, essayer d'avoir un mécanisme de no action letter, comme l'ont nos homologues américains, de manière à ce que si on se rend compte qu'on a besoin de plus de temps pour mettre en œuvre une disposition, ou on a besoin de se coordonner avec des autorités dans d'autres pays, on ait un outil juridique pour suspendre la mise en œuvre d'une disposition en donnant un confort juridique suffisant aux acteurs. Aujourd'hui, on le fait sous forme de communiqué de presse, pas tout à fait satisfaisant. On pense que c'est un deuxième aspect dans lequel la proposition peut être améliorée. Je vais laisser Xavier peut-être en dire 2 mots sur l'implication concrète. Oui, en fait, on est beaucoup critiqué sur ce texte-là de la part des professionnels où, en première lecture, il pourrait y avoir en effet dans ce nouveau mécanisme de supervision plutôt des lourdeurs. C'est-à-dire, mais finalement, on va cumuler des délais d'agrément. Premier délai d'agrément au niveau de l'AMF, puis ensuite on doit notifier tout ça à l'ESMA qui doit elle-même donner son feu vert. Je pense à un article en particulier sur la délégation. Et en effet, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment plutôt un modèle permettant évidemment d'aboutir à de l'harmonisation beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'avoir à la fin de toutes ces discussions un modèle à 2 étages très très lourd à mettre en place. Et d'ailleurs, ce que vous avez dans le slide qui est à l'écran est plutôt l'inverse, c'est-à-dire recours à des dispositifs plus rapides, des mesures de no action letter ou des mesures d'exemption plus rapides à mettre en place. Donc il faut que ça soit un modèle réactif pour vous permettre évidemment de faire du business. Il faut que ce soit un modèle aussi où le rôle de l'AMF en accompagnement soit toujours très présent, ça on y tient beaucoup, et également un rôle de mise en place opérationnelle de la réglementation, comme l'indiquait Natacha, qui soit un modèle où on implémente la réglementation par la pratique et non pas par 5000 pages de textes supplémentaires que l'on met 3 ans à négocier et 4 ans à mettre en place. Donc c'est plutôt une revue des autorités que l'on souhaite une vision plus efficace, plus rapide, de façon à être beaucoup plus mobile dans la mise en place des nouvelles normes et où l'AMF, on l'espère, aura de toute façon sa place avec une très forte proximité avec les acteurs. Donc à ce stade, c'est un premier jet, une première itération d'un nouveau modèle. On va voir si en effet il y a certaines parties qui sont retenues dans le texte final, mais il ne faut pas prendre peur de notamment la partie agrément en direct d'un certain nombre de fonds d'investissement, comme c'est noté dans le texte actuellement. Ça peut être aussi un modèle beaucoup plus fluide
pour les acteurs, même si on donne une partie du job à l'ESMA, ça peut être un modèle où on interagit entre l'ESMA et l'AMF de manière très fluide. Et pour nous, le premier précurseur de ce modèle fluide est ce qu'on est en train de faire dans le cadre du Brexit, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec un meeting mensuel où tous les dossiers de l'AMF passent à l'ESMA, mais c'est quasiment indolore pour les acteurs. Et ça se fait dans le même temps que le temps d'agrément qui est celui de l'AMF. Donc une interaction, une harmonisation au niveau européen peut se faire, même dans le temps très très rapide que l'on met pour agréer tous les acteurs. Sujet suivant très proche du Brexit, le régime des pays tiers. Natacha. Donc là, on vous propose de voir le deuxième volet, donc l'impact du Brexit. Un deuxième aspect, finalement, l'Union. On a vu l'aspect institutionnel. Quelles relations, au niveau des activités, souhaite-t-on avoir avec les pays tiers dans ce nouveau contexte? Donc, je vous le disais, contexte complètement nouveau. Sur les marchés financiers, on a le principal centre financier qui était à l'intérieur de l'Union et qui était le poumon de l'Union européenne sur les aspects financiers, qui est désormais notre voisin, tout près, mais qui n'est plus à l'intérieur. Donc, c'est un vrai défi. Et qu'est-ce que ça signifie? Très tôt, l'AMF s'est positionnée en disant il faut un reset. Alors, je m'excuse pour tout ce mot anglais, j'aurais dû préparer mieux en français, mais il faut absolument repenser notre cadre avec les pays tiers, repenser notre interaction pour voir comment est-ce qu'on veut fonctionner finalement avec l'ensemble des pays tiers, mais en particulier avec le Royaume-Uni dans ce nouveau contexte. Alors Philippe Hammond le disait extrêmement bien dans son discours il y a quelques jours. Il disait finalement, on pourrait penser que le régime pays tiers, c'est ce qui devrait s'appliquer naturellement au Royaume-Uni. Lui, il disait finalement ce régime est totalement inadéquat. Il n'a jamais été conçu pour porter ce type de taille d'activité. Alors là, on ne pourrait pas être plus d'accord. On n'est pas d'accord avec beaucoup d'autres parties de son discours, mais cette partie-là, on est totalement d'accord. Le régime pays tiers de l'Union européenne a été conçu dans un concept d'ouverture unilatérale, mais pour des activités marginales. Et donc, c'était des activités qui, même avec des très grands pays, l'essentiel des activités était fait au sein de l'Union, et donc on devait avoir un cadre pour pouvoir travailler avec les pays tiers. Désormais, si on a un pays aussi important que le Royaume-Uni à l'extérieur, on doit repenser ce régime de pays tiers. Ce n'est pas contre le UK, au contraire, c'est avec le Royaume-Uni qui va continuer à rester un centre financier majeur à nos portes, mais l'Union européenne doit repenser son activité et son interaction. Un certain nombre de principes prévalent dans ce contexte-là, excusez-moi, et que l'AMF a toujours soutenu. L'ouverture, bien entendu, un rôle accru pour l'ESMA, pour s'assurer qu'on a une dimension technique et précise dans cette relation-là. La revue dans le temps, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la Commission européenne donne des décisions d'équivalence aux pays tiers. C'est une décision éminemment politique, mais c'est donné une seule fois. Il n'y a pas de revue dans le temps, alors qu'on voit bien que les réglementations peuvent évoluer et peuvent diverger. Et puis, la notion de réciprocité, ou en tout cas de s'assurer que les intérêts de l'Union sont bien pris en compte. Alors, on a deux opportunités, parce que la Commission européenne a bien vu ce sujet. Et donc, il y a deux négociations en cours extrêmement importantes dans ce contexte-là, qui sont les textes pour lesquels nous pensons que les enjeux sont les plus forts dans ces aspects-là, qui sont la revue du régime prudentiel des entreprises d'investissement, dans lequel la Commission européenne a introduit des dispositions qui visent à modifier le régime pays tiers de MIF. Donc c'est le régime MIFIR. Et il y a également des négociations sur la revue d'EMIR, dans lesquelles il y a également un volet extrêmement important qui est en cours de négociation aujourd'hui pour la supervision des CCP de pays tiers. Alors je voulais juste faire un petit rappel que dans la gestion, donc vous vous souvenez que le régime OPCF n'a pas de volet pays tiers du tout, et que dans le régime AIFM, pour l'instant, le processus est gelé. Il y a un dispositif de pays tiers, mais on est très en retard sur ce qui était conçu dans les textes initialement. Un certain nombre de travaux ont été faits, mais c'est entre les mains de la Commission européenne qui a décidé de ne pas décider pour l'instant, donc le régime n'a jamais été ouvert. Sur le concept, sur le concept dans le contexte de MIFIR, donc le régime MIFIR, c'est un régime qui permet d'ouvrir le marché européen aux acteurs pour toute la fourniture de services d'investissement aux professionnels et aux contreparties éligibles. C'est un régime qui, bien sûr, n'a pas encore été activé puisqu'on vient de l'entrée en vigueur et qui nécessite une décision d'équivalence. La Commission européenne a introduit des modifications qui visent essentiellement à prévoir l'enregistrement auprès de l'ESMA et de la transparence du reporting pour qu'au sein de l'Union, on ait quand même une vision de l'activité, de quantifier l'activité qui est faite par des entités de pays tiers. Mais aujourd'hui, après une décision d'équivalence, une entité dans un pays tiers pourrait fournir des services dans l'Union européenne sans avoir à suivre la moindre règle de MIF. Les principes qu'on souhaite porter, c'est
de s'assurer d'une concurrence équitable au sein de l'Union et que donc les acteurs de pays tiers qui seraient autorisés à fournir des services au sein de l'Union soient assujettis à un régime au moins aussi exigeant que ce qu'on attend de nos acteurs. On a des exigences très fortes sur la protection de l'investisseur, sur la transparence, et on veut quelque chose d'équivalent. On veut également, en tant qu'autorité compétente, être capable d'assurer nos missions, s'assurer de recevoir l'information et de pouvoir surveiller les marchés efficacement, y compris lorsque ces services sont fournis par des entités de pays tiers. Donc c'est bien ces deux textes clés, MIFIR et EMIR, sur lesquels on se concentre aujourd'hui. Donc les deux objectifs principaux également, qu'on rappelait dans la slide suivante, s'assurer donc de la stabilité financière. On est très vigilant dans toute discussion pays tiers, de la capacité à contenir les risques, bien entendu, au sein de l'Union. Et le deuxième, c'est ce que je vous disais, un rôle clé à l'ESMA. Il nous paraît essentiel que l'ESMA puisse être au centre de ces discussions-là, et en particulier sur les décisions de pays tiers, qu'on puisse combiner l'approche technique de l'ESMA en tant qu'expert avec la dimension politique de la Commission européenne, qui aujourd'hui est seule dans la décision d'équivalence. Il faut maintenir la décision politique, c'est très important, mais on voudrait y associer la dimension technique. Autre initiative européenne, la finance durable. La finance durable, l'ISR, ESG, vous nous avez lu au niveau de l'AMF sur ces sujets-là. On a également un plan de la Commission européenne qui démarre. Ce qu'on voulait vous souligner, c'est en effet la publication qui a été faite à partir du rapport du groupe d'experts sur la finance durable. C'est tout récent, c'était le 8 mars. Donc là, il y a un chantier qui se met en place au niveau de l'Europe. Évidemment, avec le volet climat en tête, l'axe va être plutôt les actifs verts et la finance durable. Donc ça ne sera peut-être pas aussi englobant que notre vision de l'ISR ou de l'ESG en France, mais il y a des axes forts et des propositions qui ont déjà été faites. Ce qu'on voulait vous citer en effet, c'est le souhait de l'Europe de faire de la taxonomie des actifs. Qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est durable. Donc tout ça, c'est une ambition forte de l'Europe. La responsabilité des investisseurs, les labels, les standards, tout ça, l'Europe va essayer de travailler sur ces notions-là. On voulait du coup vous montrer ce qui a été fait en France sur cet axe avant de parler de ce que publiera l'Europe. On a publié notre deuxième rapport sur l'ISR en décembre 2017 avec plusieurs axes qui ont été regardés de très près. Notamment, ce qu'on voulait, c'était voir quelques mois après la mise en place de la loi sur la transition énergétique, quelle était l'effectivité au niveau des sociétés de gestion dans leur rapport, notamment sur la mise en place de l'article 173. On voulait voir si les sociétés de gestion avaient bien publié les rapports qui étaient demandés par la loi. Ce qu'on s'aperçoit lors de la publication de ce rapport, la photo était en décembre 2017, c'est qu'il y avait en nombre, en cours c'est un peu différent, il y avait un certain équilibre entre ceux qui étaient en retard de publication, donc il y a 30% des sociétés de gestion qui étaient en retard de publication de leur rapport, un tiers des sociétés de gestion qui expliquaient l'absence de prise en compte des critères ESG, et un tiers qui expliquait la prise en compte et de quelle manière en fait ils appliquaient les critères ESG dans leur politique d'investissement. Donc je profite de cette tribune à nouveau pour rappeler aux 30% qui n'ont pas publié que c'est une obligation légale, et qu'évidemment on reviendra sur ce compteur pour s'assurer que tout le monde a bien publié ce qui est demandé par la loi. Sur le deuxième axe de ce rapport ISR, c'était de revenir sur les documents réglementaires et les documents commerciaux liés au fonds ISR. On avait publié un premier rapport qui était plutôt avec des constats assez négatifs sur l'homogénéité ou la clarté de l'information qui était donnée aux investisseurs sur les rapports ISR. Le constat du deuxième rapport est beaucoup plus rassurant. Il y a une très nette amélioration de la qualité de l'information donnée aux souscripteurs
sur quel est le type de stratégie ISR qu'ils ont en phase 2. À nouveau, la vision de l'AMF, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de stratégies ISR différentes et on n'indiquera pas, nous, régulateurs, quelle est la stratégie préférée. On n'en a pas. Il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Ce que l'on demande, c'est vraiment notre axe fort, c'est que cette stratégie d'investissement soit vraiment bien expliquée aux investisseurs et que un fonds ISR best in class explique bien sa stratégie par rapport à un fonds d'engagement. Et on sait que leurs portefeuilles vont être très différents, mais il faut que l'investisseur comprenne exactement quel est le fonds qu'il achète. Donc une très nette amélioration sur ce sujet-là. L'ISR, on y tient, on pense que c'est un axe fort pour la place de Paris. On pense qu'on a un peu d'avance par rapport à l'Europe ou au reste du monde sur ces sujets ISR. Donc on va continuer à vous accompagner sur ces sujets-là. Donc ça fait partie des priorités de supervision pour cette année. On ne publiera peut-être pas un rapport cette année, mais certainement plutôt au début de l'année prochaine. On va regarder ce qui est mis en place à nouveau par les acteurs cette année, de façon à pouvoir contribuer aux travaux européens. C'est vraiment pour ça qu'on aura un travail très concret avec vous cette année sur ce sujet-là. Et également renforcer notre expertise, renforcer la protection des investisseurs sur ces sujets. On profite de ce slide aussi pour rappeler que dans le métier du superviseur, il y a aussi l'accompagnement de l'innovation. On a des sujets très concrets qui nous sont demandés sur l'ISR. On doit être capable aussi pour les stratégies innovantes, les produits innovants, qu'ils proviennent des banques d'investissement ou des gestionnaires d'actifs, être capable de dire bah oui, ça, on est capable de le valider, on est capable de donner un visa à ce produit complètement innovant et de le mettre en marché assez rapidement pour l'acteur. Donc, faire en sorte que la place de Paris soit encore plus leader sur les sujets de finances durables, c'est notre souhait et c'est pour ça qu'on dit priorité de supervision 2018. Ça n'est pas que pour l'axe contrôle, c'est aussi pour l'axe accompagnement, innovation, que l'on met ça en priorité de supervision. Donc, finances durables, vous allez nous entendre en 2018-2019 sur ce sujet. Juste un petit point, en termes de calendrier également, donc on voit bien qu'en France, on a un petit peu une longueur d'avance. C'est vraiment identifié comme un sujet prioritaire pour l'Europe dans les mois qui viennent. Et donc, avec le plan d'action qui a été publié par la Commission européenne, il y a une volonté de publier prochainement des initiatives législatives pour venir préciser ce que l'Europe souhaite faire dans ce domaine-là, au moment où les États-Unis, justement, se retirent et ne souhaitent pas tellement prendre part à ce projet-là. L'Europe, au contraire, souhaite être en avance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'article 173, le modèle français, est pris en exemple. C'est important d'avoir ça en tête, qu'il y aura des propositions qui viendront dès le deuxième trimestre 2018 et dans le courant de l'année sur ce thème-là. Ce qu'on aime bien faire aussi dans cette matinée, c'est vous donner la liste des courses, la liste des travaux à mettre en place, les travaux à faire dans vos établissements et quels sont les textes qui ont déjà été actés au niveau européen, qui sont un tout petit peu devant nous, pas en urgence pour tout de suite, mais qui vont venir dans les 2 prochaines années. Le premier auquel on pense, c'est le sujet titrisation. Donc, en effet, sur la titrisation, il y a un règlement européen qui va s'appliquer en janvier 2019. Donc, il y a des nouvelles règles sur la titrisation qui vont s'appliquer à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient investisseurs ou producteurs sur la titrisation. Donc, si je passe rapidement les quelques grands thèmes du règlement européen sur la titrisation, en effet, il va y avoir des due diligence pour les investisseurs qui vont être harmonisés, tout type d'investisseurs, à nouveau que ce soit les assureurs ou les sociétés de gestion en tant qu'investisseurs vont avoir des due diligence et des stress tests à effectuer. Le règlement européen donne le niveau d'obligation de rétention lorsqu'il y a de la titrisation. Ce niveau est fixé à 5%. Et il y a des nouvelles règles concernant la transparence en fait sur la titrisation et notamment l'usage des référentiels de données qui seront agréés par l'ESMA. Donc la grande nouveauté de ce règlement titrisation,
c'est la mise en place d'un label, d'une titrisation qui est simple, transparente et standardisée, STS dans notre jargon. La mise en place de ce label permet d'avoir, pour les titrisations qui seront sous ce label, un traitement prudentiel favorable dans CRR et en Solvency II. Et donc, du coup, c'est théoriquement des titrisations qui seront celles qui seront souhaitées par les investisseurs. Donc, voilà, les acteurs, vous devez vous préparer à jongler avec ces différents critères de réglementation sur la titrisation STS. Donc, il y aura une liste de critères à respecter. Vous avez présenté la vision de l'AMF sur ces critères. Là, ce qui est acté par le règlement sur la titrisation, c'est que le label STS est auto-décerné par les acteurs qui fabriquent de la titrisation STS. Donc, ça sera sous votre responsabilité, avec déclaration auprès de l'ESMA du fait que telle ou telle titrisation est STS ou pas. Et le rôle de l'AMF sera beaucoup plus un rôle ex post, de vérification, de contrôle, que vous avez bien fait le travail sur le label STS. Donc une nouvelle titrisation, ça c'est le volet européen. Ce que l'on a souhaité au niveau français, c'est aussi moderniser tout le régime de titrisation, avec à la fois des nouvelles règles, on va le voir juste après sur le dépositaire. Ce que l'on a souhaité, c'est aussi permettre aux fonds qui utilisent des produits de dette et des produits de titrisation d'être plus largement utilisés pour les acteurs français. Mais également, on a souhaité mettre en place un nouveau véhicule permettant de mieux financer l'économie. Donc, dans la modernisation du régime français de la titrisation et du financement par la dette, il a été créé très récemment, ça date d'octobre 2017, un nouveau véhicule, c'est l'organisme de financement spécialisé, qui prendra la forme soit de société, soit de fonds d'investissement. Donc ce nouveau véhicule a un but qui est très clair, c'est de permettre en fait à la titrisation à la française, qui est un peu particulière, qui est vraiment basée sur le modèle de société de gestion et dépositaire, de mieux s'exporter dans le reste de l'Europe. Donc c'est vraiment un souhait de modernisation, d'innovation, et c'est une initiative assez offensive pour permettre à la gestion d'actifs française de mieux s'exporter. Donc le texte de loi est passé en octobre. On est en train de travailler en soutien du gouvernement évidemment sur tous les décrets d'application. Il y a la création d'un nouveau véhicule, il y a la création également de nouveaux dispositifs. Quand on parle de modernisation, on a permis à tous ces véhicules de profiter de nouvelles dispositions pour mieux financer l'économie. Donc c'est par exemple, si j'en cite quelques-uns, c'est le bénéfice de la cession d'AI, un rachat plus facile des créances, une possibilité de prêter plus facilement. Donc on est vraiment sur une possibilité pour les acteurs français de vraiment mieux prêter. Les sociétés de gestion peuvent prêter en direct aux entreprises, les fonds d'investissement peuvent mieux détenir tous ces prêts à l'économie. Donc ça, c'est vraiment le volet innover, avoir plus de techniques de gestion à l'intérieur de ces produits-là. Et pour rassurer les investisseurs, on a aussi modernisé le régime du dépositaire, qui était le dernier régime que l'on n'avait pas modernisé. On avait modernisé le régime dépositaire des FIA lors d'AIFM, celui des OPCVM très récemment avec OPCVM 5. Il nous manquait le dernier régime avec la titrisation. Ça y est, c'est fait. Il y aura, de façon à ce que ça soit le plus fluide possible avec les acteurs, une mise en place décalée à 2019 pour que ça se séquence dans le temps pour la mise en place effective. Et des décrets qui permettront de finaliser l'ensemble du dispositif. Donc on attend pour très bientôt, mars-avril, de façon à finaliser l'ensemble de ce dispositif des nouveaux organismes de financement spécialisés. Donc en deux mots, le nouveau fonds d'investissement, c'est ce produit de financement, il sera soumis à la directive AIFM, il aura donc droit au passeport, il sera non tranché, c'est beaucoup plus un fonds de dette qu'un fonds de titrisation avec du tranching, et ça permettra à un fonds d'émettre des obligations avec toute une panoplie la plus complète possible de stratégies d'investissement et d'actifs qui pourront être portés par ce fonds.
Donc voilà, un axe fort de modernisation, d'innovation qui a été voulu sur ce financement de l'économie. Alors, 1 minute sur la directive droit des actionnaires parce qu'on est arrivé au bout. On voulait simplement attirer votre attention sur cette directive qui doit être transposée donc en 2019. 5 grands axes qui sont dans le book, l'essentiel étant donc l'identification des actionnaires, favoriser l'exercice du droit de vote et être plus exigeant sur les politiques d'engagement des investisseurs institutionnels et des sociétés de gestion, plus de transparence sur les votes et notamment plus de transparence sur le vote sur la rémunération des dirigeants avec le CNP, même si le cadre français est déjà plus 10 ans que ce que cette directive prévoit, l'encadrement des agences en conseil en vote et le contrôle des transactions significatives avec les parties liées, donc les conventions réglementées. On ne rentrera pas dans le détail compte tenu du temps, mais je laisse David terminer. Non, c'est le grand message, c'était sur ce slide. Voilà, n'oubliez pas ces directives droits des actionnaires, c'est juin 2019, on a encore du temps. On reviendra vers vous, mais c'est celle qui est la moins connue, notamment pour la gestion d'actifs et pour les investisseurs. Donc, ne l'oubliez pas, c'était plutôt notre message de la matinée. On va finir ce premier volet de formation, de réglementation. J'ai le plaisir de passer le micro maintenant, plutôt pour laisser la parole à Madame la députée, qui va vous montrer où on en est au niveau des initiatives gouvernementales également sur la finance. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Amélie de Montchalin, députée et membre de la Commission des finances. Merci beaucoup Madame la députée de nous rejoindre et de nous faire le plaisir d'être là ce matin. Je vous laisse la parole. Merci encore.